Laurent Louis, vous avez été député belge, vous avez été compagnon de route des Dieudonné, Soral, etc. Là, aujourd'hui, 10 ans après, il faut réunir toute cette dissidence parce qu'elle est un peu dispersée, si je puis dire. Exactement, il faut reconstruire ce que nous avions construit il y a 10 ans de cela. On a quand même organisé à l'époque le premier congrès de la dissidence. Tout le monde s'en souvient, ça a fait le tour du monde. Malheureusement, on n'a pas pu s'exprimer une seule seconde. Ce sont les autopompes qui nous ont dispersés. Mais mon objectif est toujours le même aujourd'hui, revenir pour unir la dissidence et combattre ce système en place qui détruit nos vies au quotidien. Qu'est-ce qui s'est passé là sur ces 10 dernières années ? Beaucoup d'oppression, beaucoup de difficultés, beaucoup d'ostracisme dans mon propre pays. Il fallait aussi digérer, voir le monde un peu s'écrouler, ce qui a été le cas, pour permettre aux gens de se réveiller. Parce que je pense qu'entre 2010 et 2014, les gens n'étaient pas réveillés assez. J'étais beaucoup trop en avance avec toutes les révélations que je faisais au Parlement. On m'a pris pour un fou à longueur de temps. Mais aujourd'hui, évidemment, après la crise Covid, après l'affaire Epstein, on se dit, finalement, il n'était pas aussi fou que ça, le Laurent Louis. On m'a conseillé d'aller dans des hôpitaux psychiatriques. C'était la ministre de la Santé de l'époque, Laurette Onkelings, qui m'avait conseillé cela en Belgique. Je pense qu'on a vu ce que ça a donné. Donc les gens se réveillent. Aujourd'hui, je pense que c'est le moment, en fait, après cette prise de conscience. Et c'est pour ça que je reviens avec révolution, parce que je pense que maintenant, il faut mettre en œuvre une révolution. Il faut dégager ces nuisibles qui nous rendent la vie horrible de par leurs décisions. Je pense que les gens ne se rendent pas compte à quel point les politiciens prennent des décisions qui vont à l'encontre de leurs intérêts. Si la vie est merdique aujourd'hui, c'est parce que leurs décisions le sont. Il y a 10 ans, on parlait de anti-sionisme, anti-franc-maçon, anti-pédo, anti-état profond. Fallait le faire là. Et j'imagine que ces 4 composantes aujourd'hui sont beaucoup plus puissantes. Ah oui, ça c'est sûr qu'on a perdu au cours de ces 10 dernières années. On a perdu à cause de certains égos, à cause de disputes internes. Mais je pense qu'on peut tous apprendre de nos erreurs. Oui, même les gens, en général, en 2014-2015, n'étaient pas réceptifs à ces sujets. Il faut dire les choses. Tout à fait, oui. Tout à fait. Je pense qu'aujourd'hui, ils le sont. Et j'espère qu'en voyant le monde qui est en train de se construire, en voyant le diesel ou le gasoil à 2 € le litre, il est temps de se réveiller. On a eu des révoltes des gilets jaunes pour un gasoil beaucoup moins cher que cela. Aujourd'hui, on voit, c'est à cause des choix des politiciens. Hein. Ils ont décidé d'être les alliés des États-Unis. Les États-Unis nous emmènent dans une situation catastrophique où finalement, nous n'avons plus aucune indépendance énergétique. On en arrive dans un pays comme la Belgique à être dépendant totalement des pays voisins. Nous ne sommes plus du tout autonomes, c'est une catastrophe. Et on s'est éloigné de notre allié naturel, qui aurait toujours dû être la Russie, et qui aujourd'hui se propose. Et il faut bien savoir que les choix qui sont pris par nos dirigeants ont une influence directe sur notre qualité de vie. Je veux dire, si le pouvoir d'achat aujourd'hui est ce qu'il est, s'il est réduit à ce point, c'est à cause des décisions politiques. À un moment donné, il faut dire stop. Et moi, je viens avec Révolution pour mener ce combat. Et Révolution a aussi cette volonté d'être universelle. C'est-à-dire que moi, je voudrais voir naître des mouvements Révolution partout, en Europe, mais également dans le monde, parce que Dieu sait si le monde a également besoin de changement. Bien sûr. Chère Laurence, docteur Laurence Kayser, tu as été d'ailleurs une des premières à mettre en avant le programme Evras. Oui, mais pas le mettre en avant pour non, mettre en avant contre, bien sûr, pour le dénoncer, pour dénoncer le programme Evras. À l'époque, les gens riaient. Oui, je pense que... Je me rappelle très bien ce moment-là. Hein. Il y a eu un avant et après Epstein. Chez nous, il y a eu évidemment l'affaire du trou que Laurent a dénoncé, il fallait le faire quoi. En plein hémicycle, les paroles qu'il a tenues, c'était extrêmement courageux. Il a dénoncé l'implication de certains politiciens, pas directement dans l'affaire du trou, mais en tout cas dans la pédocriminalité. Et effectivement, on l'a pris pour un fou, et peut-être même que moi, je l'aurais pris pour un fou à l'époque. Et c'est pour ça que il est très important aujourd'hui de se rendre compte de l'évolution de la société. Aujourd'hui, les gens se rendent compte qu'il y a effectivement des réseaux, que ces réseaux impliquent des gens extrêmement haut placés dans la politique,
dans les milieux culturels, économiques, mais aussi religieux de bien des bords, mais que ça s'immisce dans les écoles. Ça s'immisce dans les écoles et les gouvernements, que ce soit ici en France ou en Belgique, portent un projet pédophile. Donc, à partir de ce moment-là, moi, il fallait que je dise quelque chose parce que je suis maman, parce que j'ai fait naître beaucoup de bébés. Les gens savent que je suis aussi obstétricien. En général, ils le savent parce qu'ils m'ont un peu vu sur vos réseaux. Mais aujourd'hui, moi, c'est une autre chose que je veux porter. Il est tout à fait préoccupant que nos gouvernements s'immiscent dans nos intimes pour dire comment on doit éduquer nos enfants, pour les priver de leur esprit critique. S'ils s'impliquent sur ça, c'est parce que, faut dire la chose, les gouvernements contre qui on se bat sont satanistes. Bien sûr. Je crois que Laurent a quelque chose... C'est pour ça qu'on combat totalement la franc-maçonnerie, parce que la franc-maçonnerie a créé une démoralisation de notre société. On a voulu effacer toutes les valeurs de notre société pour remplacer toutes ces valeurs de bienveillance, de charité, d'entraide par une seule valeur, le pognon. Il n'y a que ça qui compte. Et aujourd'hui, avec ces cours d'éducation sexuelle à l'école, avec des enfants de 3-4 ans, ça commence déjà là, où on leur parle de la possibilité de changer de sexe. Il faut être totalement fou pour parler de changement de sexe à des enfants qui sont en train de se construire. Mais c'est pas pour rien. Tout ça, ça vient du protocole de Toronto. C'était quoi ? Pardon ? C'était quoi le protocole de Toronto ? Protocole de Toronto dans les années 60, le fait de vouloir détruire l'institution familiale. Et ils s'y ont fameusement attaqués, puisqu'aujourd'hui nous avons des députés, surtout français, qui estiment que les enfants n'appartiennent pas à leurs parents, mais qu'ils appartiennent avant tout à l'État. Ce qui est une catastrophe et une honte, et c'est pour ça qu'on en arrive à une situation où l'école n'est donc plus là pour enseigner, mais pour éduquer. Ils veulent éduquer les enfants. Or ça, c'est la mission des parents, la mission de la famille. Pourquoi font-ils ça ? Pourquoi cette attaque frontale de la franc-maçonnerie en mettant en valeur la laïcité, par exemple, et en attaquant toute la foi en tant que telle ? C'est tout simplement pour rendre les enfants dociles, sans repère. Quand l'institution familiale s'écroule, les enfants sont perdus. Et donc, ils vont suivre les institutions. Et les institutions, c'est l'école. Et on tente aujourd'hui de les pervertir dès le plus jeune âge en banalisant totalement la sexualité. Lorsqu'on fait lire des livres à des enfants de 5-6 ans où on parle de zézette et de zizi, désolé, je ne vois pas l'intérêt de parler de ce genre de choses. Laurence avait fait l'analogie, enfin, elle avait comparé Epstein et Dutroux. Et c'est vrai qu'à l'époque, moi je me rappelle, vous aviez été à l'Assemblée belge, vous mettiez en avant, vous mettiez le doigt sur ce qu'était l'affaire Dutroux. Quand on voit aujourd'hui, à l'époque peut-être on pouvait sourire, on peut dire ah mais non quand même il va loin. Et en fin de compte, lorsque l'on voit aujourd'hui l'affaire Epstein, les mails, etc., on se dit qu'en fait vous aviez totalement raison. Mais merci de le dire, je ne le dirai pas moi-même, mais oui, j'ai toujours voulu montrer à cette époque-là qu'il y avait une corrélation très étroite entre le pouvoir et la pédocriminalité. C'est-à-dire que lorsque l'on a le pouvoir, que l'on a l'argent, que l'on a tout, l'objectif que l'on a, c'est de dépasser le cadre permis, le cadre autorisé, donc d'aller de plus en plus dans tout ce qui est interdit, dans tout ce qui est tabou. Et ils le font. Et j'ai fait le lien à l'époque, je sais très bien que j'ai beaucoup dénoncé Elio Di Rupo, le premier ministre belge de l'époque, c'est normal. Dans mon pays, je l'ai dénoncé, qui est clairement cité dans de nombreuses affaires de pédocriminalité, avec des PV, et tout ça je l'ai lu devant le Parlement, mais c'est le meilleur ami de Jack Lang. Donc évidemment que les liens se font d'office entre les deux. Bruxelles est cité un nombre incroyable de fois dans les dossiers Epstein. Un de nos princes, le prince Laurent, est également cité dans le dossier Epstein. Alors je crois qu'en Belgique il y a une omerta, parce qu'il y a la famille royale. Aussi, Et il ne faut pas oublier que notre famille royale en Belgique est abonnée numéro 1 au Bilderberg et à Davos.
Donc nous sommes vraiment dans une situation où tout va être étouffé en Belgique. Et si les révélations ne viennent pas de l'étranger, il n'y en aura jamais. Vous pouvez être certain que la Belgique ne révélera jamais rien. Parce qu'il faut protéger la figure du roi. On ne peut pas attaquer le roi en Belgique. C'est aussi un mode de fonctionnement, en fait, de contrôle. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous mettez le petit doigt dans ce système et vous briguez un poste important en politique, par exemple, eh bien, on va vous corrompre progressivement. Et il va y avoir des... C'est pas pour rien que Epstein a des tas de mails, de pages, de photos. C'est parce que c'est un outil de chantage. Mais c'est devenu une véritable institution. Et il faut que les gens réalisent que ça, ce n'est pas aux États-Unis ou en Belgique, mais c'est partout dans le monde. Et donc, il faut aujourd'hui dénoncer clairement ce système-là mais vraiment mettre en garde les parents parce que les enfants, même dans les petites sections de maternelle et même dans les crèches, ils ne sont plus à l'abri. On entend l'OMS dire qu'il faut que les enfants explorent la masturbation à partir de 0 ans. L'OMS est subventionnée par notamment Bill Gates, directement ou indirectement. Et Bill Gates, je pense bien qu'il est très, très, très souvent cité dans les dossiers Epstein. Ah oui, encore lui. Voilà, encore lui. Donc, qui s'en met plein les poches aussi, avec tout un tas de médicaments. Il ne faut pas oublier que tous ces gens qui nous dirigent au-dessus, c'est supranational évidemment, puisque c'est le fric, ces gens sont... actionnaires des banques, actionnaires des lobbies pharmaceutiques, actionnaires de la pétrochimie, de l'agroalimentaire et de l'industrie des armes. Il n'y a rien de plus rentable qu'une guerre. Et c'est pour ça que lorsque vous vous attaquez à eux, évidemment, vous vous retrouvez, comme Dieudonné, comme moi-même, privés de tout, en fait, des citoyens de seconde zone. On n'a plus le droit d'exercer un travail, on n'a plus le droit d'avoir un compte bancaire, on n'a plus accès à rien, on est stigmatisé dans les médias à longueur de temps. Et donc, parce qu'ils ont la main sur tout. Pourquoi vous étiez député, mais ils vous ont empêché donc du coup de travailler, de vous réélire, bien sûr, j'imagine. Et puis ensuite, dans votre vie professionnelle, sociale. Ah, c'est un enfer. Hein. C'est impossible pour moi aujourd'hui de travailler correctement, normalement, comme tout le monde. J'ai essayé pendant 10 ans de trouver une voie. Mais c'est impossible, ils ont tout cadenassé, de toute façon tout est politisé. Je me suis retrouvé dans des situations où on m'a dit « Mais monsieur Louis, la seule chose qu'il y a à faire, c'est l'exil. » Mais je ne vais pas partir, parce que moi je n'ai strictement rien fait d'autre que de dire la vérité. Donc je continue le combat, je m'oppose, mais c'est frontal. Je vis dans une atmosphère d'insécurité permanente depuis 15 ans maintenant. Tout peut arriver. Attendez, comme ça. C'est-à-dire qu'on a essayé de vous assassiner ? Bon, au Parlement, on a essayé de m'empoisonner, oui. Vous empoisonnez au Parlement ? On m'a empoisonné au Parlement par rapport à l'eau, parce que dans les bureaux, on vous met des bouteilles d'eau tous les jours. Et oui, j'ai été empoisonné à ce niveau-là. Ça a été reconnu par l'hôpital, par les urgences d'ailleurs, parce qu'à un moment donné, j'en pouvais plus. J'avais des bouffées de chaleur en permanence. J'avais des problèmes avec mes ongles qui tombaient. Et on m'a dit, monsieur, c'est un empoisonnement. Bon, voilà, j'ai compris, j'ai changé mes habitudes par rapport à l'eau et j'ai compris que ça venait de là. Mais c'est grave. On a essayé de me mettre en prison en me mettant entre les mains du matériel pédopornographique parce que c'était mon combat. Et en 2012, aller faire comprendre aux gens qu'il pouvait exister des snuff movies où on met des enfants à mort, les gens ne pouvaient pas l'imaginer. Et donc, une fois, j'ai un gars qui est venu, c'était un franc-maçon d'ailleurs, et il m'a dit, voilà, j'ai été sur le dark web, donnez ça, montrez ça aux personnes qui vous suivent, pour montrer que oui, on tue des enfants en direct dans ce genre de soirée sataniste. Et le lendemain, j'avais une perquisition à la maison. Heureusement que j'avais jeté ces documents. Si on me retrouve le lendemain à la maison avec ces documents, je vais directement en prison. Pour détention de matériel pédopornographique. Et donc ça, ce sont toutes les pressions. Après, il y a toutes les menaces sionistes. J'ai quand même subi beaucoup avec le gars là, de Tel Aviv, dont j'ai oublié qui faisait ces fameux canulars téléphoniques.
Et ça a été un enfer pendant tout un temps. Plusieurs fois, j'ai eu les forces d'intervention de la gendarmerie qui sont intervenues chez moi parce que j'avais soi-disant tué ma femme, parce que j'allais faire exploser la maison. Enfin, ça a été incroyable. Les pompes funèbres sont venus chez moi parce que soi-disant, ils venaient chercher Laurent Louis qui était mort. Donc tout ça, ce sont des menaces que j'ai subies. Les appels d'Israël avec des enfants qui vous chantent en hébreu des chansons mortuaires. J'ai vécu tout ça. On a tous vécu ça, et je pense que Dieudonné, Alain Soral, ils ont vécu exactement la même chose. Et donc c'est de cette oppression-là qu'il faut sortir, parce que c'est dur, et c'est pas évident de mettre en place un mouvement politique en disant on va combattre la franc-maçonnerie, parce que ça fait peur. Mais justement, si ça fait peur aux gens, c'est qu'il y a un problème. C'est bien qu'il y a un contre-pouvoir, enfin un pouvoir secret qui existe, et qui contrôle ce pays. Si la franc-maçonnerie n'avait pas toute cette puissance, elle ne ferait pas peur comme elle fait peur aujourd'hui. Et donc c'est pour ça qu'il faut absolument la combattre, tout comme il faut combattre le sionisme qui est abject, vu tout ce qui se passe aujourd'hui en Iran, mais aussi en Palestine, en Syrie, au Liban. C'est inimaginable de voir ça. On peut aujourd'hui bombarder des hôpitaux, bombarder des écoles, et on s'en sort finalement avec les félicitations de l'ONU. Non, c'est plus possible, c'est abject. On en arrive à une situation où on doit vomir. Aujourd'hui, partout dans la presse aujourd'hui, en Belgique, on nous parle d'une montée de l'antisémitisme. Mais comment voulez-vous que l'antisémitisme n'augmente pas quand on voit les massacres qui ont lieu à Gaza, en Iran ou au Liban? C'est normal. De quel droit peut-on comme ça se décider à envahir des pays qui sont souverains et décider qui doit diriger tel ou tel pays? C'est totalement abject, ça ne peut pas exister, et donc forcément que ça révolte la population. Et oui, il faut assumer aussi à un moment donné les actes qui sont commis par Israël. Si on décide d'être allié d'Israël, eh bien on fait partie de l'axe du mal. Et si on fait partie de l'axe du mal, ben, il faut pouvoir l'avouer. Malheureusement, nous vivons dans un monde où... Après, tous les juifs ne sont pas forcément... Bien sûr que non. On ne parle pas des juifs. Bien sûr que non. Bien sûr, non, parce qu'on a parlé d'antisémitisme. On a parlé d'antisémitisme. Mais vous savez qu'ils font toujours l'amalgame à partir du moment où, dans la constitution de l'État d'Israël, on nous dit que c'est le peuple de la c'est le pays de la communauté juive. C'est un problème. Et déjà, ça, c'est pas normal, puisque normalement, Israël doit se composer non seulement des Juifs, mais aussi des Palestiniens, des Arabes. Donc, c'est déjà eux qui violent la réalité du pays qu'ils ont créé, artificiellement, certes, mais qu'ils ont créé quand même. Donc, c'est cet amalgame, ils l'ont créé eux-mêmes. C'est eux qui ont voulu cet amalgame. Donc, c'est une protection efficace, hein. De tout à fait mélanger. Les gens ne comprennent pas que le judaïsme, c'est une religion et que le sionisme, c'est politique. Et finalement, dans une guerre, tous les peuples sont victimes. Mais ceux qui tirent les ficelles, ils sont dans les bureaux, ils sont pas sur le champ de bataille, et ils s'arrangent entre eux. Mais aujourd'hui, le but est quand même assez évident. En tout cas, le but premier, c'est qu'Israël retrouve les frontières bibliques. C'est assumé. Le grand Israël, quoi. Le grand Israël. Donc les voisins dérangent. Donc, quand vos voisins dérangent, soit vous leur demandez gentiment de déménager, soit vous leur tapez sur la gueule. Mais visiblement, en France, on pense pas pareil, puisque l'État veut, avec une nouvelle loi, faire l'amalgame entre antisionisme et antisémitisme en disant que c'est la même chose en fait. Ah oui. Mais c'est normal puisque ce sont les sionistes qui sont derrière tout ça. C'est évident qu'ils vont faire une loi pour se protéger. Mais aux ordres de qui sont nos dirigeants aujourd'hui? Qui a l'argent dans ce monde? Qui? Mais, bonne question. Ce sont ces sociétés secrètes comme les Illuminati, les francs-maçons et les sionistes. Ils tirent les ficelles et nos gouvernants sont des pantins. Donc on a plus du tout des gouvernements qui sont au service des populations. Les gens, ils doivent choisir aujourd'hui entre manger et se chauffer. Même avec 2 salaires, on n'arrive plus à boucler les fins de mois. Du coup, les enfants sont livrés aux griffes mais ça c'est très grave. En effet, le manque d'argent, ça c'est très grave, et les gens qui n'arrivent pas à boucler les gens qui n'arrivent pas à boucler le fin de mois, c'est très grave. Seulement, il y a encore une valeur pour moi qui est au-dessus, c'est les valeurs ancestrales, parce que même si nous roulions tous en Porsche
imaginons, on roule en Porsche, on a les moyens de rouler en Porsche, et on habitait 24 avenue Foch en voisin de Jeffrey Epstein, on aurait les moyens de le faire, imaginons. Eh ben, le fait qu'on nous impose l'inversion des valeurs, c'est plus grave pour moi que le fait que nous n'ayons plus d'argent. Mais c'est parce que nous vivons dans cette fable. Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, on nous dit qu'on est dans le camp du bien et qu'on est du côté des gentils démocrates qui veulent sauver l'humanité et imposer la belle démocratie partout. Et donc on est dans cette fable. Or, on est dans l'axe du mal. C'est ce que j'essaye de faire comprendre à l'ensemble de mes compatriotes. L'axe du mal. L'axe du mal. C'est fort comme mot. Ah mais c'est ça. Quand on est allié avec un pays qui a osé utiliser la bombe atomique contre des populations civiles, et je parle des États-Unis, on fait partie de l'axe du mal. Quand on soutient et qu'on arme Israël, comme le fait la Belgique, on fait partie de l'axe du mal et il faut l'assumer. Le problème, c'est que nos pays ne l'assument pas. Ils font semblant de faire partie de l'axe du bien et ils font croire cette fable-là à la population, qui du coup continue à soutenir l'agresseur. On peut pas. Il faut à un moment donné sortir de cette logique-là. Et moi, je bouscule mes compatriotes. Je veux les bousculer. Et si je voulais faire de la politique politicienne, je ne le ferais pas. Parce qu'il faut aller dans le sens du poil, pour avoir des voix, plaire à tout le monde. Je m'en fous totalement. Moi, ce qui compte avec Révolution, c'est d'aller au-delà de la politique. Faire des voix ne m'intéresse pas. Je veux ouvrir la conscience des gens et leur faire comprendre la réalité du monde dans lequel ils vivent. Pourquoi ce terme révolution? Je vous pose la question parce que la Révolution française, par exemple, est une révolution franc-maçonne. Franc-maçonne. Voilà. Tout à fait, mais c'est parce qu'il faut tout changer. Et dans le dictionnaire, lorsqu'on regarde quel est le mot qui représente au mieux un état de choses où on change tout, eh ben c'est la révolution. Alors après, on peut la révolution, on revient, on fait 365 degrés, on revient au même moment. Je connais tout ça, mais à un moment donné, il faut bien un mot. Et révolution, ben ça parle parce que en fait, il faut dégager tout ce qui est en place aujourd'hui au niveau politique. Il faut détruire l'Union européenne qui n'a fait que créer un déséquilibre et des concurrences déloyales à l'égard de nos travailleurs. Il faut quitter l'OTAN, qui est une organisation criminelle et terroriste, contrairement à ce qu'on dit. Il faut vraiment retrouver notre souveraineté nationale, et ça vaut pour l'ensemble des pays d'Europe. Ça vaut pour la Belgique, ça vaut pour la France, ça vaut pour l'Espagne, l'Allemagne, tout ce que vous voulez. Il faut absolument arriver à cette situation-là. Révolution, c'est dire, on fait un grand nettoyage. Il y a des journalistes qui sont corrompus, qui font de la propagande. Eh bien, à un moment donné, il faut assumer le fait d'avoir fait de la propagande. Et quand on a endormi la population pendant 50 ans, eh ben je pense qu'on mérite aussi de passer par la case-prison à un moment donné. C'est ce que je pense. Il y a des gens qui sont complices de crimes contre l'humanité, complices aussi de la dégradation de nos conditions sociales, et ces gens-là, ils doivent payer. Et donc, il faut aussi s'attaquer à la franc-maçonnerie dans la justice. C'est incroyable. Quand vous vous retrouvez devant un tribunal, vous savez très bien que si vous avez en face de vous un juge et un avocat franc-maçon, vous vous en sortez. Une affaire caractéristique en Belgique, l'affaire Westphal. Le gars est retrouvé avec sa femme dans une chambre d'hôtel. La femme étouffée dans la salle de bain, avec un sac à côté de sa tête. Lui, rempli de griffures. Vous avez Laurent Louis dans la même situation, avec son épouse décédée dans la chambre d'hôtel. Il est directement condamné par tous les médias. Ce monsieur, Bernard Westphal, qui était député, a été défendu par Maître Mayence, qui est un ténor en Belgique, franc-maçon, et il a été acquitté. Acquitté. Alors que tout était... Je me rappelle cette affaire. Ah oui, mais c'est un scandale. On en a fait une série Netflix. Mais quand même, c'est ce deux poids, deux mesures que les gens ne peuvent plus accepter. Comment on combat la franc-maçonnerie? D'abord, on la dénonce. Et donc, il faut, première chose, c'est la nommer, reconnaître qu'elle existe, et ensuite l'inscrire au rang de secte, d'organisme sectaire, et l'interdire formellement, parce qu'il est inacceptable, déjà qu'une organisation secrète infiltre tous les niveaux de pouvoir, mais qu'ensuite, cela impacte totalement et la justice, comme tu le disais Laurent, et l'économie, la politique, mais aussi la santé. Aujourd'hui, on voit bien que certains médecins commettent des crimes, et ils s'en sortent très très bien, et qu'à côté de ça, on dégrade profondément la santé publique. Vous aviez la meilleure médecine d'Europe, si pas du monde, et puis maintenant, mais regardez,
Vous avez des hôpitaux qui ferment les urgences, vous avez des gens qui attendent pendant 18 heures sans avoir à manger, sans avoir accès aux toilettes. Mais pendant ce temps-là, il y a des petits copains qui s'en mettent plein les poches, mais c'est absolument inacceptable. Et donc, pour moi, la franc-maçonnerie doit être dénoncée partout où elle est et interdite et reconnue comme secte. Et y compris au sein de l'islam. Comment ça? Les frères musulmans. Ah, ce sont des francs-maçons musulmans? Mais bien sûr, c'est de la franc-maçonnerie de l'islam. Et il faut aussi les combattre parce qu'ils s'immiscent, surtout dans une ville comme Bruxelles. Les frères musulmans sont fortement présents. Et il faut aussi les combattre parce que c'est la même secte. Vous avez été député. Je vous avais vu tout ce monde de l'intérieur en tant que député. C'est quoi? C'est que les francs-maçons? Est-ce qu'il y a d'autres groupements? Est-ce que l'État profond, c'est que les francs-maçons? Non, vous avez aussi tous les lobbies. Tous les lobbies qui imposent leurs décisions, qui vont à l'encontre de l'intérêt de la population. Vous avez tous ceux qui sont complices de pédocriminalité. Ça aussi, c'est une composante importante et ils se tiennent. Mais il n'y a pas que ça, il y a la corruption. La corruption, elle est énorme. On a connu l'Ukraine. L'Ukraine, aujourd'hui, toutes les aides envoyées à l'Ukraine, c'est une des formes les plus abouties de corruption qu'on puisse connaître. Combien n'y a-t-il pas eu de rétrocommission dans la poche de nos dirigeants européens? Et l'Ukraine est quand même reconnue pour être une plateforme de trafic d'armes et de trafic d'êtres humains. Exactement. Y compris donc des femmes et des bébés. Et des organes, enfin bon, voilà. Donc, on voit très bien aussi qu'il y a un combat contre les valeurs morales dans notre société d'aujourd'hui. Pour preuve, le comportement que nous avons vis-à-vis de Vladimir Poutine. C'est aujourd'hui un des seuls dirigeants européens, parce que pour moi la Russie est en Europe, c'est un des seuls dirigeants européens qui ose encore parler de famille, de tradition, de valeurs, d'amour de son pays, de patriotisme. Le guide suprême iranien également, parce que je sais qu'en Europe on n'écoute pas. Hein, on voit toujours un visage renfrogné comme ça, et il y a une voix off. Exactement comme ils ont fait avec moi. Moi, on n'a jamais entendu à la télévision belge, on n'a jamais entendu un seul de mes propos, si ce n'est merci monsieur le pédophile à l'époque, parce qu'il fallait que ça crée le scandale. Mais ce guide suprême est un homme qui avait énormément de valeurs morales, qui nous parlait d'amour, qui dit, comme ça, lors d'une interview, d'une intervention publique, « Chère Marie, dites à vos femmes, je t'aime ». Quel est l'homme politique aujourd'hui qui nous parle de bienveillance? Quel est l'homme politique qui nous parle d'amour? Ils ne font que monter les gens les uns contre les autres. On vit dans une haine permanente. Il n'y a plus de bienveillance, il n'y a plus de bonhomie, il n'y a plus de joie de vivre. On a enfermé les gens dans un cauchemar permanent. Il fait gris en permanence dans nos maisons et dans nos esprits. Et ça, c'est pas pour rien, c'est pour transformer les gens en petits robots esclaves du système qui vont passer leur vie à aller travailler pour rembourser leur crédit. Et on n'a plus de perspectives positives. C'est parce qu'on nous a présenté ça comme une normalité. À partir du moment, et je suis quand même une femme qui a beaucoup travaillé, qui continue à travailler aujourd'hui, donc c'est peut-être paradoxal ce que je vais dire, mais à partir du moment où on a envoyé les femmes au travail, déjà on a fait la main basse sur les enfants, mais aussi on a pu les taxer, et c'est une main d'œuvre qui se défendait peut-être moins bien, parce que justement moins éduquée à la négociation, moins habituée au départ à gérer les salaires, à savoir combien je vaux au travail, et donc nous avons vu que là, l'attaque sur la famille, qui était prévue effectivement en 1789 déjà, parce que c'est à ce moment-là qu'ils ont dit que l'État a dit que les enfants lui appartenaient. Hein. Ça date de ce moment-là, qu'ils l'ont dit ouvertement. Probablement qu'ils le disaient déjà entre eux. Et donc, c'est à ce moment-là qu'ils ont vraiment pu mettre en place leur schéma de dégradation accélérée de la famille et de la société, des valeurs chrétiennes. Effectivement, en Belgique, je ne sais pas comment c'est chez vous, mais en Belgique, on n'a plus le droit d'avoir des congés de Pâques, de Noël, de Toussaint. C'est comment ça s'appelle maintenant? Maintenant, c'est les congés de printemps, de détente, voilà. d'hiver. De détente? Oui. C'est quoi ça? Détente, c'est quel mois, ça?
la période de carnaval. Le carnaval. L'automne, C'est c'est février. Toussaint. c'est ça, Oui, c'est enfin. février. Alors, De les détente, congés, hein. Mais vous savez, et les congés de Pâques ont été déplacés pour engloutir la fête des mères. Il n'y a plus de fête des mères en Belgique. D'accord. Aujourd'hui, il y a une seule fête. Ça tombe au moment de la fête des pères. Mais maintenant, ça s'appelle la fête de ceux Des parents, qu'on aime. Ah, de ceux De qu'on ceux aime. ah bah oui, qu'on aime. parce qu'on n'a pas tous un père. Voilà. Évidemment. D'accord. Donc maintenant, Voilà. on raconte aux enfants aussi, et ça c'est extrêmement grave, et là je te rejoins Laurent, la construction d'un enfant nécessite qu'il sache ce que c'est qu'un papa, ce que c'est qu'une maman, ce que c'est qu'un homme, ce que c'est qu'une femme, pour qu'il puisse grandir en ayant des repères. Et donc aujourd'hui, on se retrouve avec des enfants à qui on dit qu'ils sont issus d'une conception de 2 femmes ou de 2 hommes. Je n'ai absolument rien contre les couples homosexuels, mais on ne peut pas mentir à un enfant. Il faut qu'il sache qu'il a eu au moins une mère biologique et un père biologique un jour, parce que ça va être essentiel à sa construction psychique. Mais on voit bien qu'il n'y a aucune volonté que les enfants de faire du bien aux enfants. Et si vous cassez déjà absolument tous les codes et tous les repères, comment voulez-vous que les jeunes rêvent ? C'est impossible aujourd'hui. Et donc, plus de rêves, plus de bonheur. Et alors, une vie grise, morne et de labeur devient logique. Mais ça peut paraître pas très important. Bah, si, c'est très important. C'est Le très nom des important. vacances. Le vocabulaire, le champ lexical sont très Il y importants. a des Mais mots ce qui est interdits, plus est-ce que vous le grave, savez? ce Tu qui- sais ça, Laurent. Il y a des mots interdits. Dans notre pays, ils vont interdire les mots comme Noël ou Marie. Oui, mais ce qui est plus grave, c'est qu'on met ça sur le dos des musulmans. Oui. Et que nous avons... Et ça, Non, ce sont les satanistes qui Exactement. nous dirigent, faut dire les C'est- choses. C'est la franc-maçonnerie qui est derrière ça et qui est aidée par tous les partis de gauche qui veulent imposer le Ça veut dire wokisme. que et tout toutes cela. les républiques ne sont pas les mêmes, parce que la République française, c'est une république des Lumières, franc-mac, c'est une république qui a une spécificité par rapport à d'autres républiques dans le monde, et toutes les monarchies ne sont pas les mêmes, comme la vôtre, qui ne sont pas, on va dire, la monarchie des Bourbons, quoi. C'est une monarchie aussi, pareil, j'ai l'impression, franc-mac, Ah bah, etc. totalement. Donc voilà, donc ça veut dire que Vous savez, c'est pas parce qu'on dit voilà on n'aime pas tel régime que tous ces régimes sont les mêmes, et ça faut vraiment en parler et justifier ça, parce que voilà, votre monarchie elle est aussi on va dire pourrie que notre république. oh, oui, je pense qu'elle l'est même peut-être encore plus, parce que vous savez, à Bruxelles, vous avez le Palais Royal qui fait face au Parlement national, et au milieu, vous avez un parc. Et ce parc, sous quelle forme est-il construit? L'emblème de la franc-maçonnerie. Si vous le regardez Ah ouais. en hauteur, L'emblème c'est de la l'emblème de la franc-maçonnerie. franc-maçonnerie. Donc, l'équerre, le compas, c'est exactement cela. Donc, ça veut dire quoi? C'est l'emprise de la franc-maçonnerie sur le monde politique. Et vous êtes obligé d'entrer là-dedans. Si vous n'entrez pas là-dedans, vous êtes l'homme à abattre. Et donc, je peux déjà dire, attendez-vous à ce qu'il y ait beaucoup de saloperies qui soient dites sur mon nom dans les prochaines années. Parce que le mouvement Révolution va être le mouvement à abattre, parce que nous osons dire les choses et on ose pointer du doigt les véritables responsables. Mais lorsque on met toutes ces attaques contre nos valeurs chrétiennes, parce que je le dis, la Belgique ou la France, ce sont des pays de culture chrétienne et on doit défendre notre culture chrétienne, quoi qu'il en soit. Mais ce n'est pas pour ça qu'il faut s'attaquer aux musulmans, à la communauté musulmane qui n'est en rien demandeuse de ces changements. J'ai beaucoup de personnes, de musulmans qui me disent « Nous, on met nos enfants dans des écoles catholiques parce qu'en Belgique, on a encore la chance d'avoir des écoles catholiques. On les met là parce qu'il y a encore certaines valeurs. » Ils n'ont aucun problème avec ça. Les musulmans de Belgique ne veulent pas une Belgique laïque. Ils veulent une Belgique chrétienne. Mais comme tous les médias, tous les mouvements politiques sont en train de dire « Oui, mais vous voyez, il faut être tolérant, il faut changer nos noms parce que si on met une crèche sur la grande place de Bruxelles, on va porter atteinte à tous ceux qui ne sont pas chrétiens. On a beaucoup de musulmans. » Et ça, ce sont des mensonges, et des mensonges criminels. Parce que si vous laissez poursuivre ça, dans 10 ans, vous avez la possibilité d'avoir des crimes au sein de communes comme Molenbeek ou autres, où vous allez avoir des agressions racistes envers la communauté musulmane, parce que les Belges en ont marre et on leur a désigné leur ennemi. Leur ennemi, il est à l'intérieur et c'est le musulman. Le musulman qui ne demande qu'une chose, c'est de vivre comme tout le monde. Je vais mettre les pieds dans le plat.
est-ce que là, on est à l'époque de l'arrivée de l'Antéchrist? Tous les signes sont là. En C'est tout l'apocalypse. cas, tous les signes sont là. L'ère de la révélation. Qu'est-ce que tu en penses? Alors, moi qui ai grandi dans une famille qui avait des valeurs chrétiennes, mais qui n'avait pas de valeurs religieuses, je ne peux que constater aujourd'hui que tout converge. Et mes patientes, qu'elles soient catholiques ou musulmanes, le disent aussi. Nous sommes d'accord de tous les points, d'où qu'on parte, on se rend compte, ça converge. Donc effectivement, ici, il ne faut pas oublier que l'Antéchrist, c'est celui qui a donné la connaissance. Hein, le serpent, la pomme. Donc aujourd'hui, on a une espèce de folie scientiste. Hein, la science portée, sublimée comme étant la nouvelle religion, c'est contraire, c'est totalement antichristique en fait. Donc je ne suis évidemment pas contre la science, mais encore faut-il savoir ce qu'on appelle la science. Mais tu sais, le Christ s'est sacrifié pour le monde. Complètement. Et là, on le voit de plus en plus, on nous demande de nous sacrifier. On le voit là avec l'Iran, Russie, Ukraine, peut-être même des conflits qui vont se propager ailleurs. Hein. Se sacrifier aussi au niveau santé. On peut quand même évoquer, je sais que tout le monde en a marre, mais il y avait quand même la crise Covid, c'était ça le leitmotiv, c'était penser aux autres, comme si l'humain était un amalgame d'une seule chose qui finalement est modulable, piquable, sacrifiable à merci. C'est très caractéristique des sociétés totalitaires. Hein, donc de se retrouver avec la vie humaine qui n'a plus aucune importance, aucune valeur. On a vu ça dans le bolchevisme, on a vu ça dans le nazisme, et il y a des exemples en Chine. Donc à l'époque de Mao, l'individu n'a plus aucune importance, et donc on peut le sacrifier sans souci pour le bien commun qui est décidé par qui ?